Bonjour à tous. Salut Quentin. Bonjour à tous, bonjour Margot. Tu vas bien? Ouais, ça va. Est-ce que tout le monde nous voit? Est-ce que tout le monde nous entend? Si vous pouvez nous faire un petit message sur le chat pour vérifier que tout va bien. Je vois que Léa est connectée. Valentin aussi, si vous pouvez nous faire un petit message pour nous dire que tout fonctionne. Et bonjour aux autres. Je reconnais pas encore tout le monde. Ouais, bonjour à tout le monde, bienvenue. Ah, je crois que Valentin. Yes, merci Valentin. Super. Bon, on va attendre un peu avant de démarrer. On est déjà un petit nombre, mais on va attendre encore un peu au cas où il y ait des retardataires. On parlait un petit peu de la situation d'OVH. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ce matin, mais il y a eu un incendie. Enfin, Quentin, je vais te laisser en parler, mais il y a eu un incendie qui fait que le site d'Hector n'est plus disponible ce matin. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas aller les voir tout de suite. Ouais, c'est vrai. Bon, on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Effectivement, il y a eu un grave incendie à Strasbourg dans les bâtiments qui hébergent de nombreux serveurs, dont celui de Hector le collector. Donc, pour le moment, on est en attente de savoir quand est-ce que ça va pouvoir redémarrer. Il semblerait que notre bâtiment soit un des bâtiments qui ait subi le moins de dégâts par rapport à d'autres. Donc, on est confiant. Mais on est un petit peu dans l'incertitude de savoir qu'est-ce qui se passe. Et du coup, je suis un peu désolé parce qu'effectivement, je ne peux pas vous proposer l'accès au site Hector le collector pour en savoir plus sur le projet. Mais On enverra un lien. on aura l'occasion de se rattraper. Yes. Ouais, on vous enverra un petit lien et vous pourrez aller voir ça. Mais ça tombe très mal. Cet incendie, comme quoi, c'est le genre de truc, tu te dis jamais ça n'arrivera. C'est ça, non, mais c'est ça, tu dis, tu penses que ça prendra jamais feu, enfin, tu n'y crois pas trop, quoi. Bon, après, ce qui est positif, c'est que visiblement, il y a que du dégât matériel, il n'y a pas de blessés graves, il n'y a pas de blessés, donc ça reste positif. Ouais. Mais effectivement, c'est pas le genre de. Ouais, sur mon planning de gestion de risque, en général, celui-là, je l'avais pas bien identifié, quoi. Je l'avais pas surligne. Attention. C'est clair. Bon, on démarre et puis bon, les autres prendront le webinaire en route. Ça te va? Pour On moi, c'est démarre? bon. Allez. Bon, on démarre. Eh bien, déjà, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire avec Quentin. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui n'ont pas encore fait de webinaire avec Standout et avec moi, je vous présente rapidement. Du coup, moi, c'est Margot et je travaille pour l'agence Standout, qui est une agence de communication marketing. On est spécialisé en stratégie de marque et ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on est basé à Toulouse. En fait, notre mission, c'est d'accompagner les TPE, les PME à développer leur potentiel et à trouver la croissance par la différence. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Sayeb, qui est l'un des 2 fondateurs d'Hector le Collector, pour qui on a travaillé ça fait combien de temps? 1 an qu'on a travaillé avec vous? Ouais, c'était un petit peu. C'était en mai 2020, quand Ouais, on a bah, travaillé ensemble pour la marque Hector. il y a un petit peu moins d'1 an. Et en fait, il propose une solution très concrète qui est de transformer les biodéchets des entreprises en énergie. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes dire qu'ils aimeraient agir pour l'environnement, mais que tout seuls, ils ont l'impression que ça ne sert à rien, que c'est un peu plus aux entreprises de s'engager. Et en fait, avec Hector, avec la solution qu'ils ont développée, eh bien, ils ont réussi à solutionner ce problème puisqu'ils articulent action individuelle et action collective ensemble. On parlera un peu plus tard d'Hector plutôt vers la fin, après le webinaire. Mais voilà, je suis ravie de t'accueillir. Ouais, Comment tu... mais je suis ravi de participer aussi à l'événement. Trop bien. Pour vous donner un peu une idée du contexte de ce webinaire, en fait, il y a quelques semaines, je crois, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu un bad buzz autour de la marque Louis Etu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Louis Etu, c'est une marque de bijoux qui s'est lancée et qui a tourné toute sa communication autour du Made in France et autour d'une marque très chaleureuse, très accueillante. Et en fait, il y a quelques semaines, il y a eu des témoignages de collaboratrices et d'anciennes collaboratrices qui ont dénoncé cette marque en disant que tous les produits ne venaient pas de Chine. Bref. En fait, il y a eu un énorme sentiment de trahison de la part des consommateurs. Mais vraiment, ils se sont sentis trahis, ils ont été très déçus
de ce mensonge en fait qu'avait fait cette marque. Et du coup, on en a beaucoup parlé en interne. J'en ai un peu parlé aussi avec Quentin. Et on s'est dit que ça pourrait être un sujet de faire un webinar autour, non pas forcément de la communication, mais plus de l'engagement, de pourquoi est-ce qu'on s'engage, pourquoi c'est important. Parce que mine de rien, ça peut avoir des effets sur notre positionnement. On peut aussi gagner par cette différenciation et par cet engagement. Mais pour autant, il faut bien le faire. Sinon, on peut se retrouver dans des situations comme Louis Détu qui, finalement, j'ai un peu de mal à voir quel va être l'avenir pour cette marque. Et du coup, nous voilà pour ce premier webinar où Quentin a gentiment accepté de participer. Alors, du coup, je voulais démarrer déjà par un premier mot qu'on entend beaucoup, un mot un peu fourre-tout, où on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, c'est le mot responsable. Est-ce que, Quentin, tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce mot responsable? Qu'est-ce que ça prend en compte? Voilà. Oui, absolument. C'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot entreprise responsable, on entend aussi entreprise à impact, on entend aussi entreprise à mission, donc ça fait beaucoup de vocabulaire et c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir ce qui se cache derrière. Ce qu'il faut noter, c'est que le seul titre qui prévaut vraiment, c'est entreprise à mission. Il y a vraiment un cadre juridique qui encadre les entreprises à mission. Ça date de 2019 et la loi Pacte. Et donc là, on a vraiment toute une liste d'instructions et de règles à respecter. Il faut mettre en place une commission externe qui va venir auditer nos actions. Donc il y a vraiment un vrai contrôle qui est fait, justement pour éviter des débordements et vérifier que l'engagement de l'entreprise est respecté. On entend donc du coup, c'est vrai, entreprise responsable. Donc du coup là, c'est vrai que ça n'a pas forcément de sens juridique, mais on s'accorde à dire qu'une entreprise responsable, c'est une entreprise qui met en place une politique RSE, mais du coup avec les défauts que ça peut avoir, comme Margot l'expliquait en introduction. Et en dernier, on a entreprise à impact. Donc là, pour le coup, c'est encore, je pense, c'est le plus flou. Mais du coup, c'est vraiment très dur de le décrire. Là, c'est vraiment libre à l'interprétation de chacun. À impact, donc en général, on rajoute à impact positif parce que pour éviter de dire. Donc voilà. Donc là, on va dire, c'est des entreprises qui effectivement essaient de proposer des services qui vont être beaucoup plus respectueux de l'environnement, de plein d'autres critères, mais c'est pas forcément très, très précis. Ok, donc en fait, il faut plutôt s'intéresser aux entreprises à mission parce que pour ceux qui ont vu mon post LinkedIn sur la stratégie de communication de Skoda qui disait une voiture achetée, un arbre planté, ils peuvent se dire comme entreprise responsable avec cette action de com. Ouais, effectivement, ils peuvent se dire responsables à ce niveau-là. Et après, bon, là, c'est libre à chacun d'estimer ou non la valeur d'un arbre qui est censé du coup capter, j'imagine, dans leur tête des émissions de CO2 par rapport à ce que va produire le véhicule sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, bon, effectivement. Ok, ouais, donc là, on va plutôt parler d'entreprise à mission. Ouais, les entreprises à mission. Nous, avec Hector, on est en train d'accompagner une entreprise à mission qui est la Maïf. Et du coup, effectivement, on peut effectivement regarder avec précision ce qu'ils font parce qu'ils sont vraiment mis dans le cadre légal entreprise à mission. Ok, génial. Et après, quand tu souhaites t'engager, il n'y a pas forcément, enfin, je suppose qu'il y a plusieurs catégories, on ne parle pas forcément que de l'environnement. Tu dois pouvoir t'engager sur différentes catégories. Est-ce que c'est classifié? Effectivement, il y a 5 catégories qui sont vraiment identifiables. Effectivement, il y a l'environnement, développement durable. Donc là, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour déjà sensibiliser des fois en interne les salariés pour tout simplement éteindre la lumière, éteindre son écran avant de partir. Ça peut être ce genre d'ensemble-là. Ça peut aussi tout ce qui concerne la gestion des déchets et l'impact environnemental, la pollution finalement de l'entreprise. On a aussi tout ce qui concerne la diversité. Donc là, on est vraiment sur l'emploi, la représentation dans l'emploi, la parité et la lutte contre les discriminations. On a une catégorie qui est vraiment centrée sur ce qu'on appelle économie locale. Donc c'est vraiment tout ce que je vais mettre en place pour essayer d'avoir d'avoir des producteurs et des partenaires qui sont le plus proche de chez moi et éviter de faire venir des marchandises du bout du monde quand elles peuvent être disponibles à quelques kilomètres. Et sinon, on a 2 autres catégories qui est donc le bien-être au travail
Donc du coup, c'est pas simplement mettre des baby-foot, là, le bien-être au travail, hein, ça peut faire partie, mais c'est pas forcément la solution qu'il faut retenir. Là, c'est vraiment comment j'aide, je réduis le stress, comment je me mets mes managers, je les mets à l'écoute de mes équipes pour que, voilà, comment j'essaie aussi d'avoir une hiérarchie d'entreprise un petit peu moins pyramidale, mais un peu plus Ouais. horizontale. Donc c'est vraiment toutes ces démarches-là. Et enfin, il y en a un qu'on connaît moins, c'est tout ce qui va être autour de la lutte contre la corruption. Donc là, c'est plutôt pour les entreprises qui auraient des marchés à l'international Ouais. et qui, du coup, n'ont pas les mêmes règles en France que dans d'autres pays. Et plutôt essayer de se dire, bah, en fait, je vais appliquer le règlement français qui est assez protecteur et assez bien encadré là-dessus. Dans les pays où peut-être c'est plus libre, histoire de garder la même honnêteté, j'ai envie de dire, Ok. dans tous les pays dans lesquels on est implanté. Hmm. Ok. C'est vraiment ces 5 catégories qui sont identifiées, sachant que le but ultime de la RSE, finalement, c'est ce que font beaucoup de responsables RSE dans des grandes entreprises, c'est effectivement travailler sur ces sujets, mais aussi ils accompagnent pour le coup les dirigeants et les actionnaires, toute la partie finance à l'évolution des modèles économiques. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la modification à ce niveau-là. Je vais prendre un exemple simple, par exemple pour la pêche, c'est de dire, bah, en fait, la pêche actuellement, on pêche des poissons, puis après, donc, on les revend et on fait des bénéfices et ça, on se paye, et puis enfin, l'argent reste dans la boîte. Mais en fait, il y a un problème, c'est que les écosystèmes de poissons, à force de pêcher massivement, bah, on le voit bien, enfin, on le sait bien, je veux dire, ils diminuent. Et en fait, c'est comment, en fait, dans mon plan financier, je vais pouvoir dire, OK, je vais prendre X% de mon chiffre d'affaires, de mes bénéfices, et je vais les réinjecter bah, pour que, je sais pas, dans des fermes de poissons, pour qu'on puisse faire de l'élevage de poissons et ensuite les remettre dans les océans. Comment je vais pouvoir protéger les écosystèmes que finalement j'impacte tout au long de mon activité. Dans le cas de la pêche, c'est assez facile parce que bon, c'est assez localisé. On peut aussi prendre l'histoire des meubles. Donc là, ce serait comment je mets en place pour planter. Là, pour le coup, ça a du sens de planter des nouveaux arbres pour un meuble vendu. Là, on pourrait comprendre effectivement à ce niveau-là. Par contre, quand on a des services où on a des matières premières qui sont pas uniques et qui viennent de partout, c'est plus compliqué. Typiquement, j'ai besoin de minerais de fer, un peu de cobalt et de nickel. Bon, on peut pas replanter des minerais, ça n'existe pas. On peut pas faire repousser du minerai. Donc, Ouais. il faut trouver d'autres moyens il y a d'autres moyens à apporter. C'est vraiment ça le but, c'est vraiment d'avoir des modèles économiques beaucoup plus circulaires que vraiment linéaires et uniquement basés sur une croissance La croissance, ouais. infinie, quoi. Ok, top. Et après, au niveau de ces catégories, tu me dis ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est bien d'axer sur une catégorie, mais l'idée, c'est pas d'oublier les autres non plus. On peut pas se dire, je vais tout miser sur l'environnement et à côté de ça, le bien-être au travail, on oublie et c'est un calvaire pour mes employés de venir travailler tous les matins. Mais Absolument. comme j'ai Ah, l'environnement, ah bah je viens quand même. ouais, ouais, absolument. Ça, enfin, il faut effectivement essayer d'être homogène dans toutes les catégories. L'idée, c'est pas de dire non, mais non, je suis irréprochable. Enfin, c'est la super ambiance au travail, je suis irréprochable sur les conditions de travail. Par contre, je pollue à outrance ou niveau corruption, j'hésite pas à utiliser des mauvais systèmes pour avoir des marchés. Donc, globalement, non, non, l'idée, c'est effectivement de ne pas forcément être à 100% partout, mais plutôt d'essayer d'être homogène dans toutes les catégories. Ouais, ok, nickel. Euh, je suis tombée l'autre jour sur une nouvelle marque et je voulais t'en parler. C'est une marque de sneakers qui s'appelle Zeta et qui est faite à partir de raisins. En fait, ils récupèrent tout ce qui n'est pas utilisé pendant les vendanges, donc les peaux, les pépins, les résidus. Et avec ça, ils le retravaillent et ils font une basket. Ok. Et j'ai trouvé ça plutôt génial. Et je me dis, en soi, ils révolutionnent pas la basket, puisque la basket ressemble à n'importe quel sneakers qu'on voit aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'ils vont réussir à se différencier par cet engagement. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, justement, ces nouvelles marques, euh, ça peut être une stratégie de différenciation, de s'engager comme ça? Absolument. Je le pense sincèrement. En vrai, quand on est une nouvelle marque, axer son marketing, sa communication, en tout cas sa différenciation sur ces éléments-là, ça peut marcher. Enfin, je dis pas que ça marchera à chaque fois, hein. En tout cas, je pense qu'effectivement, ça peut marcher. Après, ça va dépendre aussi un petit peu des consommateurs que vous visez, qui vont être vos clients. Si vous visez des clients qui ne sont pas du tout sensibles
ça ne va pas forcément être différenciant pour vous. Par contre, si effectivement le public que vous visez est en attente finalement d'avoir une marque qui respecte des engagements et en tout cas qui propose des engagements, effectivement, ça peut effectivement vous permettre de vous démarquer. Ça peut être une très bonne idée. Ouais. Ouais, parce qu'au final, les consommateurs, mine de rien, ils sont attentifs à ce sujet. Ça dépend un peu de quel est ton produit, mais je pense que de manière générale, on fait attention à ces choses-là. Ouais, de plus en plus en tout cas, c'est ce qui est vrai, d'autant plus les nouvelles générations qui arrivent. Mais actuellement, c'est vraiment coupé en deux le marché. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment très attentifs. Il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas du tout et pour qui c'est pas du tout un critère. Donc les boîtes actuellement, il y a certaines sociétés qui sont en place. Euh, si leur client c'est pas du tout la cible, ils vont pas forcément le faire. Par contre, si on a une nouvelle marque, je pense que c'est intéressant de se différencier comme ça. Ouais. Ouais, quand tu vois par exemple un Primark qui vend pour pas cher et il y a la queue devant, bon, on sait que eux, leur cible, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Oui, je pense pas que les utilisateurs enfin, les consommateurs de Primark attendent forcément un positionnement très responsable en tout cas pas dans l'immédiat. Ouais, ouais, c'est sûr. Et justement, tu dis pas dans l'immédiat. Est-ce que tu penses que à terme, à l'avenir, ça peut devenir un devoir de faire attention à ces choses-là, d'être un peu plus écologique, si je peux dire comme ça? Je pense que sur le long terme, les entreprises qui ne s'adapteront pas à ces nouveaux enjeux, je sais pas, je pense elles auront du mal parce que comme tu l'as montré avec la nouvelle marque de chaussures, il y a des nouvelles marques qui se créent qui elles s'engagent, enfin font de leur engagement une différenciation très forte et je pense qu'à terme, de plus en plus de clients vont être sensibles à ces enjeux-là et effectivement, il va falloir que tout le monde s'adapte et que les entreprises se responsabilisent de plus en plus. Ouais. Ouais, et au final, quand tu vois des marques qui existent depuis des années dans l'agroalimentaire, qui depuis des années nous vendent des produits où bon, la composition, on ne va pas revenir dessus, et qui là, tout d'un coup, changent toute leur communication, changent leurs produits en nous disant c'est du bio, on vous enlève les colorants, les additifs qu'on vous mettait depuis des années. Est-ce que tu les trouves enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu les trouves crédibles? Est-ce que finalement ils s'adaptent juste au marché et aux demandes des clients? T'en penses quoi? Je pense qu'effectivement, c'est un bon exemple d'entreprise qui s'adapte aux nouveaux enjeux et aux nouvelles attentes des consommateurs. Est-ce que je les trouve crédibles? C'est ça ta question, si je comprends bien entre les lignes. Je pense que d'un point de vue purement personnel, qui n'engage vraiment que moi, je ne trouve pas ça crédible. Enfin, je veux dire, personne ne leur a demandé il y a 20 ans de nous mettre des additifs dans les soupes ou des produits sur lesquels c'était pas, enfin, sur ce genre de produits. Donc, à mon avis, c'est complètement intéressé comme démarche, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc, moi, j'ai du mal à les trouver crédibles et du mal à adhérer. Après, si je prends un peu de recul et que je deviens un peu plus objectif sur le sujet, en fait, je pense que malgré tout, ce qui est positif, c'est que ça permet de diffuser plus largement ces enjeux-là. Et on le voit bien quand nous, avec Hector, par exemple, on discute avec des gens, on présente le projet, il y a beaucoup de personnes qui disent ah oui, c'est vrai, j'en entends parler à la télé, il y a beaucoup de pubs en ce moment là-dessus, tout le monde s'y met, les grandes marques s'y mettent. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment et c'est vrai qu'il y a un changement qui s'opère et visiblement c'est maintenant. Donc là-dessus, vu qu'ils le font à grand renfort de spots publicitaires, malgré tout, ça aide à diffuser le message plus largement et effectivement, il y a des gens qui n'étaient pas forcément sensibles, qui en tout cas comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en tout cas, c'est plus ah ouais, non, mais c'est encore les mecs dans leur côté qui font des trucs bizarres. C'est ok, ça devient un standard et je comprends pourquoi. Ouais, c'est ça, ça sensibilise un peu les gens et ouais, ça met un standard, quoi. Mais Voilà, donc du coup, par rapport à ça, j'aurais tendance à trouver que c'est bien, mais voilà, pas de souci. ouais. On reviendra pas trop dessus. Ok. Et pour continuer un peu sur ton avis sur différents sujets, tu as posté sur LinkedIn le mois dernier un article que j'ai bien aimé, dans lequel tu parlais des gens qui veulent tester ton niveau d'écolo. Et tu conclus en disant essayez de changer ses habitudes, c'est tout sauf simple. Rappelez-vous qu'essayer, c'est le début du succès et que le seul échec, c'est de ne pas essayer. Je trouvais ta conclusion géniale. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui te tient un peu à cœur aussi.
Ouais, effectivement, c'est vrai que ça, je m'attendais pas forcément à cette réaction, mais quand, encore une fois, voilà, on présente Hector, on présente ce qu'on fait et un petit peu l'engagement qu'on veut porter. Et ça, tout de suite, on essaie de nous tester, à savoir jusqu'où on est crédible dans ce qu'on propose, quoi. Est-ce qu'on est super parfait comme, est-ce qu'on a tous les gestes écolos, est-ce qu'on va tout au bout de la démarche. Dans le cadre d'Hector, on essaie, je veux dire, on collecte en véhicule électrique, on a mis beaucoup de choses en place pour limiter notre impact et effectivement qu'il soit le plus positif possible. Par contre, c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai pas encore tous les bons réflexes. Mmh. Et comme je le disais dans ma conclusion, finalement, c'est de ce poste que tu cites, finalement, c'est pas très grave parce que l'idée, c'est d'être dans une amélioration continue en fait de sa personne et de ses habitudes. Effectivement, il y a encore des choses que j'arrive pas à faire, mais en fait, je m'entraîne encore à essayer de les faire. Euh, L'idée, c'est pas de tout vouloir réussir d'un coup parce qu'en vrai, ça fait un changement assez radical et ça va être très dur Ouais. à tenir. L'idée, c'est d'identifier voilà, 2-3 points qui vous semblent accessibles dans votre quotidien, de vous lancer, d'essayer. Et une fois que c'est un acquis, dire ok, bon ça je le gère, maintenant c'est un acquis, puis finalement ça me va très bien comme ça. Sur quelle étape je peux enchaîner, c'est quoi ma prochaine étape, quoi. Mmh. Mais donc l'idée, c'est effectivement, c'est pas de rester. Je pense que l'idée, c'est pas de rester statique face à ça, et, enfin immobile, je veux dire, et c'est de dire ok, je vais essayer. Au pire, j'y arriverai pas, bah, je vais essayer une autre solution. Il y a des choses que j'ai essayé, j'ai pas réussi. Je les garde de côté. Je me dis que je réessayerai un autre moment de le faire. Ouais, c'est des habitudes à prendre et puis par rapport à ce que tu disais sur le jugement, je pense qu'aujourd'hui personne n'est parfait en termes d'écologie. Enfin, faut arrêter ce Ouais, jugement et voilà et le fait juste d'essayer, de faire des bonnes actions, c'est un début, c'est des habitudes à prendre et le fait de se juger entre nous, c'est un peu bête, quoi, mais c'est un peu dommage. L'idée, c'est plutôt d'être solidaire et de se donner partager son expérience et se dire, ah, moi, j'ai essayé ça, ça marche bien. Ça, par contre, c'est moins bien. Toi, tu fais comme ça, moi, je vais faire comme ça. Et c'est plutôt ça que je pense que c'est plutôt ça l'idée de rechercher. Et ouais, après, je tiens aussi à dire que l'écologie, c'est pas une secte, hein. Il y a des gens qui pensent que du coup, on est sectaire et tout. Non, non, c'est complètement personnel comme démarche. Et effectivement, vous avez une sensibilité plus ou moins accrue sur le sujet qui se développe ou qui se redéveloppe avec le temps. C'est plutôt ça c'est plutôt vers là qu'il faut tendre. ouais. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner pour des entreprises qui voudraient se lancer, qui voudraient commencer des projets de la sorte? Pour une entreprise, pour se lancer dans ce genre de projet et surtout pour que ça fonctionne, je pense que le plus important, c'est de le faire avec une certaine honnêteté. Il ne faut pas le faire uniquement en se disant ça va me rapporter beaucoup d'argent, ça va me rapporter beaucoup de clients. Enfin, il faut pas non plus vouloir surcommuniquer sur le sujet. Parce on peut vite se heurter à du greenwashing finalement, c'est-à-dire à survendre un engagement, mais finalement, si c'est qu'un engagement, comme on l'a vu, une catégorie, et encore, c'est pas 100% de la catégorie parmi les 5 qu'on a cités au début de l'entretien, finalement, c'est pas très intéressant, puis surtout, ça risque de se retourner contre vous. Donc, l'idée, c'est de le faire de manière le plus humble possible, se dire, OK, c'est une vraie conviction. La direction est concernée, les équipes sont concernées. C'est une volonté commune d'avancer dans ce sens-là. On va le faire, on va en parler parce que c'est important de montrer son engagement. Les gens attendent des entreprises ça, donc il faut leur présenter. Il ne faut pas non plus sur solliciter ce genre d'engagement. Ok. Ok. Puis il faut en parler. Ce qui est l'avantage, c'est qu'il y a des occasions, il y a beaucoup par exemple de journées internationales, de journées mondiales, de certaines actions, et souvent c'est le bon moment voilà, de dire bah, nous aussi, c'est vrai qu'on y participe, plutôt que de vouloir en parler tous les jours. Des fois, il suffit d'en parler au bon moment pour que c'est le bon impact. Et ça, c'est le plus important. Ouais, c'est ça, c'est de le faire pour les bonnes raisons, on le fait pas juste pour récupérer des Oui, nouveaux. il faut y croire un minimum, je pense, en tout cas. Ouais. Et je te rajoute une petite question en live. Ah oui, Désolée, d'accord. on l'a pas préparée, mais je pense que tu vas l'avoir vite la réponse. Qu'est-ce que tu penses, enfin, est-ce que tu penses que si ces actions-là dont on parle, elles sont imposées par la direction vraiment en mode hiérarchie, on vous impose ça, vous, en tant que salarié, ça peut marcher ou est-ce que tu penses que ça doit être une démarche un peu plus collective? Ah. Euh, alors là, pour le coup, chez Hector, on pense vraiment faut que ce soit impulsé à la fois par la direction et par les équipes. Et d'ailleurs, ça marche encore mieux quand c'est les équipes qui impulsent une idée, une Mmh. volonté à leur direction. Parce que du coup,
On n'est vraiment pas. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est de se dire, ouais, c'est encore une idée des mecs de la com, pour faire simple, qui ont dit on va faire ça, mais finalement, en interne, personne n'y croit, et pour peu qu'on en parle on prend un ou deux salariés un peu au hasard, hop, vous savez que l'entreprise fait ça, non, je sais pas. Donc voilà, typiquement, il faut éviter cette situation pour que la démarche soit complète. Et je pense qu'effectivement, il faut que ce soit un collectif. Et donc c'est vraiment, et chez Hector le Collector, notre solution permet effectivement enfin, on se base sur une décision, une envie collective Oui. d'adopter Hector. Ok, top. Mais bien joué. Je t'ai mis un petit piège. Ouais, c'est. Bon, je te propose que tu nous expliques un peu plus le fonctionnement d'Hector. Tu nous Ouais. le présentes. On peut effectivement parler d'Hector Allez. plus en détail. Tout simplement, Hector, la mission qu'on se donne avec Hector le Collector, on l'a vu, hein, c'est assez large la RSE. Donc nous, on a pris un sujet en particulier, on se concentre dessus, et nous, c'est la gestion des déchets, et encore plus particulièrement la gestion des biodéchets. Donc c'est tous les déchets issus de l'alimentation, ça marche avec le marc de café, ça marche avec les épluchures de fruits, légumes, les restes du repas. Enfin, c'est vraiment notre cœur de cible. Et en fait, ce qu'on propose, c'est de récupérer un maximum de ces déchets pour les transformer en énergie. Parce qu'actuellement, ces déchets, on n'en fait pas grand-chose. Si on les laisse dans la poubelle traditionnelle, ils vont finir dans un incinérateur, on va les brûler, c'est très polluant. 80% d'un biodéchet, c'est de l'eau. Donc on se retrouve dans une situation où on essaye de faire brûler de l'eau. Donc voilà. Effectivement, il y a l'expression le feu au lac, mais bon, ça marche quand même pas très très bien. Donc l'idée, c'est qu'il y a des nouvelles techniques qui existent maintenant, et qui permettent effectivement de tirer un meilleur parti de ces déchets-là. D'un point de vue, donc du coup, notre idée, c'est vraiment d'arriver à mettre en place des points de collecte pour qu'on puisse collecter ces déchets et les amener dans des usines avec lesquelles, derrière, on va créer de l'énergie. Et donc, du coup, un des premiers points de collecte, il y a plusieurs solutions, hein, plusieurs points de collecte, et un des points de collecte, c'est l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir installer Hector le Collector dans l'entreprise. Tous les déchets qui vont être produits sur place vont pouvoir être ainsi triés et collectés. Et en plus, pour aller plus loin, et vraiment pour parler de cette idée de collectif, on a la possibilité pour tous les salariés qui sont volontaires d'obtenir un petit kit Hector que je dois avoir pas loin, si je peux me permettre, jusqu'au bout de ma promo. Donc voilà, donc on a des petits kits Hector le Collector qui font ce format-là, que les salariés volontaires vont pouvoir acquérir. Et ça va leur permettre de faire le tri chez eux. Et ça va ensuite pouvoir leur permettre de venir déposer du coup les déchets qu'ils ont triés chez eux directement à leur entreprise. On a le même modèle avec les commerces de proximité, c'est-à-dire voilà, j'ai un commerce de proximité qui est partenaire d'Hector le Collector, je vais pouvoir faire le tri chez moi, et puis je vais pouvoir aller à 2, 3, 500 mètres, déposer mes déchets dans le point de collecte. Donc c'est vraiment ça notre proposition, c'est vraiment ça notre solution. On a une offre qui est plus spécifique, on travaille vraiment avec la restauration, et là c'est vraiment les déchets qui sont vraiment issus de la cuisine, donc c'est un petit peu différent. Mais globalement, pour les entreprises et pour les particuliers qui cherchent une solution, quand on vit au milieu urbain, qu'on n'a pas forcément la possibilité d'avoir un compost chez soi, qu'on n'est pas éligible à des composts de proximité, d'avoir une solution pour agir à son échelle avec ses déchets. Génial. Et du coup, si jamais en tant que salarié, on voudrait que notre entreprise intègre la communauté Hector, on t'appelle? Exactement, vous passez par le site internet hectorlecollector.fr. Non, c'est pas possible, mais en tout cas, les autres jours, ça l'est. Sinon, directement sur LinkedIn, vous avez mon profil au-dessus de mon associé Valentin Famos. Vous nous contactez directement, et nous, derrière, on vous aide. On aide l'entreprise, on accompagne l'entreprise finalement à s'équiper d'Hector. Ça passe aussi, on a pas mal de questionnaires qu'on peut distribuer, qu'on fait parvenir aux salariés. Ça permet de mesurer finalement la motivation, l'engagement, l'attente des salariés, et ensuite on analyse la décision ensemble, enfin les résultats ensemble, et nous on fait des propositions, et après l'entreprise les accepte ou non. Mais vraiment, on est dans une démarche où vous pouvez venir nous voir, et nous on va accompagner tout au long du process. Et puis même à la suite d'Hector, tous les mois on vous envoie un rapport d'activité avec le nombre de fois où on est passé chercher les déchets, la quantité qu'on a collectée, l'équivalent en énergie, pour que ce soit vraiment représentatif pour tout le monde et qu'on mesure vraiment l'impact. On dit, on fait une déclinaison, voilà, X kWh, c'était tant d'heures de streaming, j'ai fait tant de machines à laver avec, on va pouvoir chauffer des plats au micro-ondes, utiliser son ordinateur, voilà. Vraiment qu'on se rende compte,
voilà, et à titre d'exemple, en tant que particulier, si je fais Hector pendant un an, tous mes biodéchets, je les mets dans Hector. Et en fait, c'est 70 machines à laver l'équivalent de 70 machines à laver que j'ai produit. Ouais, c'est costaud. Donc ouais, c'est intéressant. Je sais pas combien vous faites de machines à laver par semaine, enfin par jour, enfin par semaine plutôt, mois. Mais je veux dire, voilà, 70, on est pas mal. Ouais. Ça fait une bonne année de machine à laver, même, donc c'est intéressant. Ouais. C'est chouette. Et une petite question qui fâche. Ah, j'ai un écho, Quentin. Ouais. Ouais. Yes, parfait. Une petite question qui fâche concernant les entreprises avec qui vous travaillez. Est-ce qu'on vous a déjà dit, est-ce que toi, tu as déjà eu ce ressenti-là, que certaines entreprises vous utilisez un peu pour faire du greenwashing? Effectivement, c'est la question un peu. Ouais. Et disons qu'effectivement, quand on nous l'a déjà dit, ah ouais, vous permettez de faire du greenwashing, vous n'êtes pas. Enfin, c'est un peu compliqué comme réaction. La plupart du temps, je vais avoir toujours un temps d'arrêt parce que j'essaie d'apporter une réponse intéressante à cette attaque, même si j'y arrive pas toujours. On n'est pas à l'abri qu'un jour, effectivement, une entreprise utilise Hector pour faire du greenwashing. C'est pas le cas actuellement avec nos clients. On est vraiment dans une démarche où c'est l'entreprise qui paye le service, et c'est payant pour l'entreprise. Elle inclut l'ensemble de ses collaborateurs. Je pense qu'on est vraiment sur un service qui va plus loin que simplement laver son image, en fait. Okay. Des solutions pour laver son image, dire on va planter des arbres, effectivement, c'est pas facilement contrôlable, ça impose au quotidien, il n'y a pas forcément ça impose rien dans l'entreprise. Hector, au quotidien, c'est un nouveau bac, c'est un tri, il faut y penser un petit peu au début, il faut prendre le pas. Donc il y a un investissement de la part qui est facile à prendre, hein. Enfin, en quelques semaines, on est opérationnel. Mais c'est beaucoup plus compliqué que de dire ouais, simplement je plante un arbre, alors que finalement personne n'envoie les actions. Ouais. Et puis, vas-y. Non, on est vraiment une solution pour les entreprises qui veulent s'engager dans la durée et qui le font de manière honnête. On n'est pas du tout une solution. Si des entreprises cherchent du greenwashing, c'est pas chez Hector qu'ils la trouveront, c'est sûr. Et justement, oh non, j'entends un écho. C'est quoi ce truc? C'est presque une minute. C'est bizarre. Justement, par rapport au greenwashing et aux entreprises avec qui vous bossez, je te rajoute encore une question. Où est-ce que tu penses quelle est la frontière entre véritable action et greenwashing? Parce qu'il y a des entreprises pour qui c'est flagrant, genre la campagne de Skoda, bon, on n'est pas dupe, voilà, c'est quand même flagrant. Est-ce que dès qu'une entreprise communique sur ce qu'elle fait, c'est du greenwashing? Est-ce que, tu vois, est-ce que réellement il y a une frontière? Ah, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de bien communiquer sur son engagement. La première chose, c'est d'apporter une mesure à la hauteur de son impact, en fait, premièrement. Donc déjà, si par rapport à l'impact négatif que vous pouvez avoir, vous apportez une solution de je planter un arbre, oui, là, il faut qu'il y ait un équilibre entre la solution, les solutions, parce que ça peut être plusieurs solutions qui font un pack de solutions. Donc il faut qu'il y ait un bon équilibre à ce niveau-là. Et du moment qu'il y a un déséquilibre, c'est là surtout qu'on va se dire, ouais, bah, c'est pas crédible, quoi. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de trouver le bon équilibre. Tu vois, en ce moment, c'est des exemples que je prends à chaque fois de marques, hein. J'ai rien contre elles, je ne stigmatise pas. C'est juste qu'il y en a qui ont des exemples plus ou moins réussis et c'est facile de se représenter. Moi, j'ai rien contre personne. Par exemple, je prends l'exemple de Darty qui en ce moment propose dans son fameux contrat de confiance une durée plus longue de pièces de rechange pour l'électroménager et un service compris de réparation des objets. Des objets électroménagers. Et bien ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Tu vois, au lieu de dire pour un micro-ondes acheté, on va planter un arbre, non, c'est plutôt on va vous aider à allonger sa durée de vie, en fait. Pour éviter de devoir changer de micro-ondes trop souvent ou proposer des solutions pour le réparer, en tout cas. Et ça, c'est vraiment intéressant de la part de Darty. Et dans leur façon de communiquer, ils l'ont plutôt vendu comme un nouveau service dans leur contrat de confiance, et pas du tout comme ouais, c'est trop bien chez Darty, on va sauver la planète. Et du coup, ça passe pas pour du greenwashing, en France en tout cas.
ça passe pas pour du greenwashing, et on se dit ouais, c'est cool, Darty, ils comprennent les enjeux. Alors peut-être qu'effectivement, ils comprennent les nouveaux enjeux, ils proposent des solutions intéressantes, et ça, je trouve que c'est plutôt malin d'avoir communiqué comme ça. Ouais. En service additionnel, si tu veux, de son projet. Donc ça, c'était vraiment, je trouve que c'est bien joué de leur part. Ouais, ouais, je n'ai pas entendu du tout cette action, je trouve ça super chouette. Mais Là, voilà, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Après, effectivement, les compagnies aériennes qui disent pour un vol acheté, un arbre offert, enfin un arbre planté, c'est. En fait, il y a deux choses il y a deux choses qui sont importantes. Il y a une différence notable, c'est je réduis mes émissions de CO2, c'est-à-dire j'ai mes 10 et je vais essayer d'arriver à 2. Donc on est vraiment sur une pente descendante. Donc tout ça, c'est intéressant. Et après, il y a la notion de neutralité, c'est-à-dire maintenant je suis arrivé à 2, je suis au plus bas, je ne peux rien faire de plus. Du coup, maintenant que je produis 2, je vais essayer de compenser avec des actions qui vont absorber 2 en fait. Et du coup, avoir un équivalent 0 entre ce que je produis et mes actions qui permettent d'absorber mon CO2. Et donc, on voit clairement que sur un billet d'avion, vendu pour un arbre pour un billet d'avion, on est loin de on est déjà pas sur de la réduction, c'est qui est vraiment l'enjeu, hein, c'est vraiment réduire, et puis le niveau de neutralité est pas du tout respecté. Ouais. Donc là, voilà, typiquement, c'est des actions, c'est vraiment ça qu'il faut bien choisir. Ouais, et puis je pense qu'il faut aussi se lancer dans des actions qui vont avec votre produit. Enfin, justement, là, par exemple, Airbus, il ferait peut-être mieux de se lancer dans des actions d'autres catégories que l'environnement, des actions sur la diversité, des actions sur le bien-être au travail, où là, ça aurait un peu plus d'impact, parce que là, c'est sûr que le coût des arbres, bon, bah, ça ne sert à rien, en fait. Bah ouais, alors il y en a peut-être certains qui diront que c'est mieux que rien, donc c'est peut-être effectivement mieux que rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas forcément suffisant, et ils ont peut-être à y gagner à travailler sur d'autres catégories en attendant d'avancer peut-être aussi techniquement. Je peux comprendre que techniquement c'est compliqué au niveau des avions, sur les motorisations, et arriver avec une solution plus pertinente, et on dise ok, bah là ils ont mis le temps, ils ont réfléchi, ils apportent ils s'engagent vraiment, quoi. Et en tout cas, ils apportent quelque chose de différent. Ça peut être une solution, effectivement. Merci pour ces réponses. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser sur le chat. On arrive bientôt à la fin. Il nous reste 2 petites questions. Donc, n'hésitez pas à commencer à les noter, comme ça après on y répond tout à l'heure, dès qu'on a fini. Du coup, on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais 3 actes écolos pour commencer, pour une personne? Là, on parle plus d'une entreprise, pour une personne, pour moi, par exemple, je te dis, je viens te voir, je te dis, bon, j'ai un peu de mal, il y a plein de choses à faire en soi, mais par quoi est-ce que je démarre? Ok. Pas évident, ça. Là, pour le coup, ça peut dépendre un petit peu de ton quotidien. Typiquement, si tu me dis que pour aller à ton travail, tu en as pour 10 minutes en voiture, je pourrais te dire en vrai, quand c'est les beaux jours, que la saison le permet, essaie de remplacer certains déplacements par ton vélo. Ça peut marcher. Bon, si tu me dis que tu as peut-être 15 bornes à faire par jour, je te conseillerais peut-être pas celui-là, je pourrais comprendre que bon. Ça veut dire de faire du télétravail. Ou c'est des fois simplement pour aller faire une course au centre-ville ou quelque chose comme ça. Éviter de prendre sa voiture et prendre un transport alternatif, ça peut être une solution. Ça se fait plutôt bien. Pour ma part, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment d'essayer de réduire mon achat de produits neufs. J'essaie vraiment d'utiliser des produits, de trouver de prendre des objets plutôt recyclés, réutilisés ou qui ont déjà servi. Voilà, et de faire réparer aussi. Ça, c'est intéressant pour moi d'essayer de faire réparer. Typiquement, j'ai l'écran du téléphone qui casse, il est assez récent. Bon, ça coûtait un peu de le réparer, mais entre en acheter un neuf et le réparer, bah, j'ai préféré le réparer. Et j'ai eu un problème avec mon four. Alors, chaque fois que je le mettais en route, ça faisait sauter toute la maison. Alors, du coup, j'étais pas très fort en électricité, je savais pas trop quoi faire. Et je me suis aidé d'une plateforme voilà, entre voisins. Il y a un mec qui habitait pas loin qui m'a dit bah, moi je m'y connais bien. Il est venu, en fait, il y avait un fil qui avait fondu, qui était un peu abîmé. Il me l'a changé et ça m'a évité de racheter un nouveau four. Donc voilà, donc ce genre pour ça, c'est intéressant.
Après, il y a beaucoup d'endroits maintenant où on peut acheter des produits réutilisés. Des fois, il nous manque 2 fourchettes pour finir un set ou pour compléter sa vaisselle. Bon, bah, ça peut avoir le coup de pas forcément les acheter. Voilà, et un dernier geste, c'est vraiment de se dire, c'est plus général là, c'est se dire, voilà, plutôt dans la réduction des déchets, se dire, ok, là, ça fait quand même 3 fois que je jette ça dans la poubelle. Déjà, est-ce que c'est vraiment la bonne poubelle pour le mettre? C'est important d'être précis sur le tri et surtout de se dire, est-ce que finalement ce déchet-là, je ne peux pas le remplacer par autre chose, par un produit qui aurait tout simplement moins d'emballage ou qui aurait une durée de vie plus longue. Et rien que ça, déjà, ça marche bien. Ça peut, par exemple, avec du coton dans la salle de bain. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui existent comme lingettes qui se réutilisent. C'est pareil avec les serviettes de table. Faut savoir qu'à part les serviettes qui sont blanches, qui ne sont pas traitées, c'est des produits qui se recyclent très mal parce qu'il y a beaucoup de produits, beaucoup de colorants pour faire des motifs et des choses comme ça. Donc du coup, avoir une serviette de table, c'est vrai qui se réutilise et qui se lave, ça peut être intéressant. Donc voilà, ça peut être c'est plutôt par là que je commencerai. Enfin, c'est plutôt que ça que j'aurais comme conseil à donner. Oui, puis par rapport aux déchets, enfin, je sais qu'à Toulouse, en tout cas, il y a beaucoup de marques qui se créent sur du vrac. Et moi, là, il y en a une en bas de chez moi qui vient d'ouvrir, un petit truc. Et voilà, ça peut être aussi une première option d'aller se lancer dans du vrac. Je sais aussi, quand j'étais à Paris, je faisais souvent ça. À Toulouse, c'est un peu moins réputé, mais il y a une application qui s'appelle Too Good To Go, qui permet de récupérer les invendus de certains, bon, la restauration est fermée, mais des boulangeries, il y a même Carrefour, je crois que c'est ça. Donc, nous, voilà, c'est des petites actions comme ça. Mais... Oui, effectivement, il y a de plus en plus de services qui se créent pour apporter des solutions, parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais il n'y a pas forcément toujours des solutions accessibles et des solutions tout court d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que Too Good To Go là-dessus, c'est intéressant. Ça vous permet effectivement de racheter à moindre prix des produits qui auraient sûrement dû être jetés parce qu'invendus. Et du coup, vous n'avez pas forcément toujours le choix. C'est ce qui reste. Et en fait, on peut s'inscrire, aller les chercher. Boulangerie, effectivement, la restauration emportée, choses comme ça marche bien. Ouais. On a deux d'ailleurs. On a deux questions. Non, une question de Paul Zalari. Bonjour Paul. Question à propos d'Hector. Combien de temps ça met pour être installé dans une entreprise? Et est-ce qu'il y a un accompagnement au changement? Parce que dans certaines boîtes, le plus compliqué, c'est de susciter l'adhésion collective. Effectivement. Alors, combien de temps ça met pour installer Hector dans une entreprise? Du moment que... nous, ça peut mettre... du moment qu'on est d'accord sur la date à laquelle on vient installer, ça prend 10 minutes. Je veux dire, on pose notre matériel, on installe tout un affichage pour vraiment que le point de collecte soit identifiable rapidement par les collaborateurs. Et ça va très vite. Ensuite, nous, il y a effectivement un accompagnement au changement qu'on propose. Je me souviens, pour une société, on avait préparé un petit déjeuner d'entreprise pour 60 personnes. Et donc, du coup, ça a été le moment de présenter le projet, de présenter où était le point de collecte, de présenter un petit peu les nouveaux réflexes qu'il était bon d'adopter. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on met en place pour que l'adhésion, finalement, le plus important, c'est que l'adhésion soit collective et soit grande. Le matériel lecteur est très simple à installer, donc pour nous, ce n'est pas forcément un enjeu à ce niveau-là, mais effectivement, on travaille vraiment pour que l'adhésion soit collective. Et ça passe par effectivement le jour de l'installation ou au moment de l'installation par un petit événement, un petit accueil finalement d'Hector auprès des salariés. Et ça permet vraiment à tout le monde de nous connaître, de se représenter. Et ça crée on crée un lien assez vite. Ouais. Et les gens adhèrent facilement. Puis je suppose qu'il y a aussi une partie un peu de pédagogie où vous accompagnez, vous expliquez aussi quel est l'intérêt de faire ça, pourquoi vous faites, l'impact. J'espère que ça répond en tout cas en partie à la question de Paul. Mais effectivement, oui, on accompagne, il y a toutes les notices pour savoir si tout le monde passe, ce qu'il faut mettre. Et puis vraiment, on travaille vraiment sur cette notion d'équivalence qui nous semble très importante, de dire, bah ouais, une peau de banane, vraiment derrière, tu vas pouvoir chauffer ton plat au micro-ondes pendant 5 minutes. Enfin, il y a vraiment tout ça. Il y a vraiment ça qui est mis en place pour sensibiliser. Il y a vraiment une notion de pédagogie et c'est ce qu'on a travaillé avec Standout. L'idée d'Hector le collector, de toute l'image de marque que vous nous avez aidé à mettre en place, c'était vraiment de créer un service un peu plus ludique, un peu pédagogique, d'être en rupture avec ce qu'on voyait d'habitude. Et vraiment, c'est vraiment un enjeu pour nous. Ouais. Je pense que du coup, tu as déjà commencé à répondre à l'autre question de Paul, de pourquoi Hector, quelle est l'histoire derrière Hector? Derrière le nom d'Hector le collector?
Ouais, derrière tout. Ah, pourquoi ça s'appelle... Ok. En fait, la base, Hector le collecteur, c'est né d'un besoin personnel. En fait, je cherchais une solution pour moi valoriser mes déchets organiques. J'avais toujours l'habitude en fait de les trier. On avait un compost au fond du jardin et on les amenait. C'était un petit peu notre rituel familial. Et, et en fait, quand je suis arrivé en ville, j'ai gardé ce réflexe, mais j'avais plus de solution, donc j'ai cherché. Et après, j'ai découvert qu'il y avait il y avait peut-être une solution plus globale à apporter, parce que d'une part, je n'étais pas le seul à avoir cette problématique. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans les entreprises, on a entre 35 et 40% de taux d'adhésion sur les kits individuels. Donc, il y a vraiment une solution à apporter. Il y a vraiment un besoin, un besoin. Il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Et donc, du coup, voilà comment est né Hector le collecteur et pourquoi ça s'appelle Hector le collecteur. Donc, ça s'appelle Hector. En fait, c'est parce que toujours dans notre compost familial, à un moment donné, on a eu un petit rongeur qui avait élu au domicile dans notre compost et il s'était posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait lui demander de partir. Et ma petite sœur, qui voulait absolument pas qu'on fasse du mal à cette petite bête ou qu'on lui fasse du mal, a dit non, mais en fait, c'est pas un rongeur parmi tant d'autres, c'est Hector. Et maintenant, il fait partie de la famille. Et du coup, il va falloir trouver un autre moyen que de mettre un piège mortel pour le faire sortir de là. Donc, du coup, c'est un petit clin d'œil à cette situation, un petit clin d'œil à ma petite sœur aussi, que j'ai repris. Enfin, j'ai construit du coup le nom autour de ça. Et pour l'anecdote, le petit rongeur, on a réussi à le faire partir du compost avec des pièges à ultrasons qui les font fuir. Et du coup, on n'a pas eu besoin de faire des pièges, d'utiliser des pièges mortels. Et que retient. Pour l'anecdote autour de Hector Lecomte. Top, ok. Génial. Est-ce que vous avez d'autres questions? On arrive à la fin. Moi, j'en ai une dernière pour toi pour clôturer. Est-ce que tu pourrais nous donner un élément culturel, donc livre, film, podcast, YouTube, un jeu vidéo, peu importe, que tu auras à nous recommander? Alors, ça dépend du sujet. Si c'est pour rester dans le même sujet, j'ai ressorti mes livres de la bibliothèque. Quel bon élève. J'avais un livre qui m'a aidé à me rendre compte un petit peu de certaines choses. C'était un livre sur le gâchis au niveau mondial, le gâchis alimentaire. Il y a vraiment énormément de produits enfin beaucoup de fruits et légumes, enfin beaucoup de tout en fait. Il n'y a pas forcément qui sont produits et en fait qui sont jetés sans être consommés. Et ça explique pas mal de choses sur la logistique, sur la façon dont c'est fait, et sur un critère qui est le critère visuel, c'est-à-dire le simple fait que le fruit soit pas suffisamment beau pour la vente fait qu'en fait on va pas du tout le vendre, on va le jeter directement, alors qu'on y a mis quand même beaucoup d'énergie pour que voilà. Il y a pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là. Et sinon, pour essayer de m'améliorer et avoir des réponses quand les gens me challengent sur mon niveau d'écolo, je suis passé au zéro déchet pour avoir tout simplement pour avoir des astuces et m'aider dans cette démarche. Et puis aussi, vu qu'on me pose beaucoup la question, pouvoir être en mesure d'accompagner encore mieux les personnes qui ont envie de s'engager et qui nous interrogent à ce niveau-là. Génial. Merci. Moi, je voudrais vous partager alors c'est une page YouTube que Paul Zanaré, ici présent, m'a conseillé de regarder, qui s'appelle Interview. L'autre jour, j'ai écouté une interview de Guillaume Pitron, qui est un journaliste d'investigation, et le titre, c'est « Enfumage de la transition écologique ». Et en fait, c'est un journaliste qui est parti en Chine, qui est parti en Amérique du Sud, pour aller analyser et explorer un petit peu toutes ces usines, toutes ces campagnes qu'on utilise pour créer nos batteries de voitures, nos batteries de téléphone, toutes les usines de graphite. Et en fait, il raconte comment ça se passe là-bas et comment, il le dit très bien, on a transféré nos déchets en fait ailleurs pour un peu s'en débarrasser. Alors, c'est pas très rigolo, je vous préviens tout de suite, mais c'est super intéressant. Il est vraiment génial. Donc voilà, merci Paul pour cette référence. Et voilà, on arrive à la fin du webinaire. Je crois qu'il n'y a plus trop d'autres questions. Dans tous les cas, vous avez mon contact, le contact de Quentin aussi sur LinkedIn, sur le site internet quand il reviendra. J'espère bientôt. Ouais, c'est ça, exactement. Mais voilà, mais écoutez, on arrive à la fin. Quentin, je te remercie d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. C'est pas un sujet facile, c'est un sujet très vaste où je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures.
Mais Ouais, on pourrait faire ça sous forme de série. j'avoue. Non, non, c'est vaste, mais ça n'empêche que c'est important et que ça va surtout devenir un enjeu pour. C'est vraiment des enjeux auxquels il va falloir répondre rapidement. Il y a de plus en plus de solutions qui existent et tant mieux, dont celle d'Hector. Mais il y en a d'autres. On a parlé de Too Good To Go par exemple, qui est un super exemple pour réduire ses déchets. Et donc ouais, et puis n'hésitez pas à simplement des fois venir nous poser des questions. Chez Hector, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement et surtout pas de jugement ni de moralisation. Je veux dire, des fois, on ne faut pas du tout être gêné de venir nous parler. On n'est pas là, comme on l'a dit, on est chacun à notre échelle, on essaie de faire des choses. Et puis le plus important, c'est de venir avec l'idée de vouloir s'améliorer. Et si c'est cet état d'esprit-là, on sera à fond pour vous accompagner et vous aider, il n'y a aucun souci. Et du coup, Top. merci Margot de l'invitation. Et c'était super intéressant, c'était très intéressant à faire. Et puis merci à Sendout, parce qu'on a vraiment une image de marque qui est à la hauteur de nos espérances et on a énormément de retours très positifs à ce niveau-là. Donc merci à vous. Merci, c'est gentil. Allez, et bien, bonne journée tout le monde. Et puis Ouais, à la prochaine. Salut Quentin. au revoir, merci beaucoup.